Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de l'œuvre abordée dans cet épisode peuvent être le meurtre, le suicide, le chantage, l'addiction à l'opium notamment, la violence psychologique, l'homophobie et la criminalisation implicite, ainsi que la misogynie d'époque. Je reste sobre, on parle de voix, d'éthique, d'esthétique, de classe et de désir. Il y a des romans qu'on croit connaître parce que le mythe a englouti la page. Dorian Gray est souvent résumé à un slogan. Un jeune homme reste éternellement beau pendant que son portrait vieillit à sa place. Mais le livre n'est pas une parabole toute faite. C'est une expérience menée, phrase après phrase, sur la responsabilité et l'image. Ce que Wilde met à l'épreuve, ce n'est pas seulement l'opposition art/vertu. C'est la possibilité de vivre dans une société où la beauté est capitale et la surface une monnaie. Relire le roman, c'est quitter l'icône pour retrouver la voix. Aphorismes qui claquent, descriptions saturées, silence lourd, Londres double, club parfumé à l'iris, ruelle d'opium, porte close du grenier où dort un secret qui ne dort pas. On entre par un atelier. Basil Hallward peint Dorian. Lord Henry Wotton bavarde. Dorian entre, on respire la térébenthine et la chaleur du verre. Tout est donné, l'art, le commentaire mondain et un corps regardé. Basil regarde avec dévotion. Lord Henry parle avec ironie, Dorian reçoit. Ce triangle ne se défera jamais. Il suffit d'une proposition scandaleusement simple. Si seulement c'était le portrait qui vieillissait, pour que la fable s'enclenche. Mais ce qui compte, c'est qui parle et qui écoute. Chez Wilde, rien n'arrive sans un mot mis au bon endroit. Publié d'abord en 1890 dans Lippincott Monthly Magazine, puis remanié et argumenté en 1891, chapitre ajouté, atténuation de certains passages, ajout d'une préface apophthématique. Dorian Gray surgit dans une Angleterre victorienne tardive saturée de moralistes publics et de plaisirs privés. Wilde joue à visage découvert avec le credo « l'art pour l'art ». Mais il n'écrit pas un traité, il écrit une intrigue qui met l'esthétique en situation. Le scandale vient moins du surnaturel que de la franchise du désir entre hommes, camouflé par le voile des subtextes mais perceptible. Basil qui confesse à mi-mot la vénération qu'il éprouve pour Dorian, Lord Henry qui fait de la beauté masculine un théorème, ce sous-texte, la critique l'a longtemps glissé sous le tapis. Aujourd'hui, on le lit sans baisser les yeux, en respectant la langue codée de l'époque. Le roman a ensuite été aspiré dans la vie de son auteur. Wilde sera jugé en 1895 pour outrage aux mœurs, condamné, ruiné. Il serait facile de lire Dorian Gray comme preuve dans un dossier. Ce serait l'appauvrir. Le texte existe avant le procès et au-delà de lui. Son sujet n'est pas le vice punissable, mais la séparation insoutenable entre la surface et la vérité quand toute une époque érige la surface en vertu. On parle souvent de pacte avec le diable. Le diable ne signe rien ici. Il y a un vœu prononcé sous le choc de l'inquiétude. Dorian découvre en voyant son image que le temps perdra ce visage. Panique de 20 ans qui s'entend comme un cri d'animal, si seulement. Le roman ne lui met pas un contrat en main. Il lui donne un dispositif, un portrait qui enregistre les actes et les marques. C'est plus moderne et plus cruel qu'un diable. L'ennemi n'est pas extérieur, c'est un miroir protégé à l'abri du monde dans un grenier. Dorian ne vend pas son âme, il la déménage. Le portrait devient dépôt de conscience. Ce qui rend le mécanisme puissant, c'est sa banalité logistique. Il faut un cadre, un clou, une clé, un domestique à tenir à distance, un valet à acheter et une porte à verrouiller. Dorian organisera sa vie autour d'un secret matériel, comme on organise une double comptabilité. Il y gagne une souplesse sociale. L'extérieur reste impeccable. Les soirées, les fleurs, la coupe de cheveux, l'intérieur se décompose. Wilde affirme ainsi que l'hypocrisie moderne n'a pas besoin d'univers surnaturel. Il suffit d'un endroit où déposer ce qu'on ne veut pas voir. Le portrait n'est pas un monstre, c'est une habitude. Ce n'est pas un hasard si Dorian foulera très tôt à mort sa première promesse.
la tendresse pour Sybil Vane, et que c'est là que le portrait bougera pour la première fois, une touche d'amertume aux lèvres peintes. Le portrait ne punit pas, il note. Il devient, au fil des chapitres, une version extrême du journal intime. Beaucoup d'entre nous vivent déjà avec des dépôts où s'accumulent des choses. Dossiers, historiques, boîte à photos, disques durs. Dorian a un tableau. Il en a la clé et la peur. Basil Hallward, c'est l'artiste qui a cru à la transfiguration. Il a vu en Dorian une promesse de beauté capable d'élever son art au-dessus de la virtuosité. On réduit Basil à un rôle de victime. C'est rater sa densité. Basil, c'est très tôt, j'ai mis trop de moi dans ce portrait. Ce moi n'est pas un narcissisme, c'est la part d'adoration qui rend un artiste vulnérable. Il a tenté, maladroitement, de protéger Dorian de l'influence de Lord Henry. Il a réussi une fois, mais pas deux. Il paiera de sa vie sa recherche de vérité. Montre-moi le portrait, dans une scène qui reste l'une des plus violentes psychologiquement et plus glaçantes du livre. Le meurtre de Basil, c'est moins la destruction d'un témoin gênant que l'autodafé d'une version d'amour que Dorian ne peut plus supporter de regarder. L'artiste est tué non pas parce qu'il menace, mais parce qu'il rappelle. Lord Henry Wotton, c'est la machine à aphorismes. Il a pour lui l'esprit, la paresse active du riche, le goût du jeu intellectuel et la lâcheté qui consiste à se tenir hors des conséquences. Sa posture, je ne fais jamais que dire des choses, est l'une des plus belles inventions morales de Wilde. L'idée qu'on peut modeler un être humain en prétendant n'avoir été que parole. Il délivre à Dorian une philosophie de la sensation. Ne jamais résister à une tentation, multiplier les expériences, confondre intensité et vérité. Ce qui ressemble à un credo esthétique se révèle une capitulation devant le vide. Lord Henry n'est pas un démon, c'est un homme de salon. Il ne tue personne, il convainc. La responsabilité du monde qui s'effondre sur un bon mot est l'une des choses les plus actuelles du livre. Dorian, lui, commence comme on commence un conte, naïf, impressionnable, d'une beauté presque inhumaine que tout le monde nomme à haute voix. La scène fondatrice de sa relation au monde est une scène de regard. Lui, objet, les autres, sujet qui commente. Dorian deviendra sujet en se faisant regarder, à son tour, mais sans jamais guérir de sa première position. Il vivra toute sa vie comme une image qui s'observe. S'il bascule si vite, c'est qu'on lui a demandé la possibilité de différer son jugement sur lui-même. Et quand la culpabilité ne marque pas le front mais une toile, quand la honte ne se lit pas sur les joues mais dans un grenier, on peut continuer longtemps. Sybil n'est pas seulement la jeune actrice qu'il détruit, elle est la preuve que Dorian confond l'art et la vie à son profit. Il tombe amoureux d'une pratique, le jeu, d'un style, le Shakespeare qu'elle incarne, d'un miroir où il se voit en héros. Le jour où Sybil l'aime, elle joue mal parce qu'elle a trouvé ce que le théâtre lui offrait en simulacre. Elle n'a plus besoin d'être Juliette, elle est Sybil et amoureuse. C'est à cet instant précis que Dorian la rejette. Il n'aime que l'image. Le portrait enregistre alors sa première déformation morale. Wilde articule ici, sans prêcher une vérité triste, l'esthétique sans éthique utilise les gens comme des scènes. La mort de Sybil, hors champ, tragique par rumeur, sera la première pierre du mur que Dorian construit pour se séparer du monde. On a reproché au roman de ne pas donner à Sybil une épaisseur qui échapperait à la fonction. C'est vrai en partie. Elle est écrite telle que Dorian la voit. C'est une limite du livre, mais aussi un procédé. La grandeur du personnage féminin, ici, réside dans ce qu'elle arrache au récit, la faille inaugurale. Elle n'est pas punie pour amour. Elle montre que chez Dorian, l'amour n'était pas possible. Au centre du roman, Lord Henry offre à Dorian un livre non nommé, allusion transparente à Rebours de Huysmans. Saturé de décadence raffinée, de poison subtil, de bijoux, de tissus, d'expériences sensorielles poussées jusqu'au caprice. Dorian l'absorbe comme un manuel, il s'y perd avec jouissance. Là encore, le roman n'a pas besoin de diaboliser. Il montre l'effet de la littérature quand elle prétend remplacer une vie. Le livre devient un logiciel mental. Tu ne lis plus pour t'ouvrir, tu lis pour coincer le monde dans une forme qui t'évite l'altérité. Les chapitres de collection, pierres précieuses, broderies, instruments, etc. sont parfois lus trop vite. Ils disent pourtant le cœur du projet de Dorian, déplacer son angoisse vers des choses. Le portrait, pendant ce temps, prend tout. Le roman entier est un musée des objets, mais pas un musée neutre. C'est l'herbier d'un malaise. Chaque parfum, chaque étoffe, chaque bibelot devient une prothèse pour ne pas sentir ce qui devrait être senti. Wilde, par sa phrase somptueuse, a souvent été accusé de célébrer l'esthétisme pour lui-même.
Il le crève de l'intérieur. La jouissance des formes ne sauve personne si elle remplace la relation aux autres. Le roman gothique mettait des châteaux. Wilde met Londres. Mais ce Londres est double. Le West End parfumé où l'on commente les dîners et l'East End, ruelles, bouges, fumeries d'opium où l'on descend s'oublier. Dorian navigue entre ces géographies comme un touriste équipé d'une immunité sociale. Son nom, son visage, sa fortune. Il est de ceux qui peuvent survivre à un scandale parce qu'ils savent où poser le scandale. Pas chez eux. Les scènes d'opium ne sont pas des pochades exotiques, elles sont l'envers d'un ordre, l'endroit où se dépose la fatigue d'être impeccable. Cette géographie est morale. Dans la fumerie, quelqu'un reconnaît Dorian malgré la jeunesse de son visage. Une mémoire sociale refuse l'effacement esthétique. À la campagne, chez un aristocrate, un accident de chasse offre au roman une justice aveugle. James Van, frère vengeur de Sibylle, meurt d'une balle qui n'était destinée à personne. Le hasard opère à la place de la loi. Là encore, Wilde ne conclut pas par un tribunal. Il laisse le monde comme il est, injuste, pratique, prompt à se séparer en surface. Le meurtre de Basil est peut-être le moment où la fable se fait la plus incarnée. Dorian ne tue pas à l'issue d'une orgie. Il tue dans une atmosphère lourde, une chambre fermée, après qu'un homme lui a demandé de voir. La violence a l'épaisseur d'une négation. Ne me montre pas. On comprend que la face visible de Dorian ne supporte pas l'idée d'un regard qui traverse. Il lui faut éliminer l'œil qui ne se contente pas d'adorer. L'épisode Alan Campbell, scientifique, ancien ami, probablement amant, ajoute une strate. Dorian fait chanter un homme pour qu'il dissout un corps. Alan se suicidera. Le roman pourrait tomber dans la noirceur démonstrative. Il n'y cède pas. Il montre ça, la force sociale d'un individu beau et riche qui utilise sa réputation comme une arme. Dans ces deux scènes, la question n'est pas « le mal est-il puni ?», mais combien de vies faut-il pour soutenir l'image ? La réponse, sèche, est « beaucoup ». Dorian Gray ne montre pas la jouissance de la cruauté. Il montre son coup chez ceux qui ne seront jamais sur les affiches. Un peintre, un chimiste, une actrice, un frère. La célèbre préface qui ouvre l'édition 1891 aligne des aphorismes. Il n'existe pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien écrits ou mal écrits, qui ont été pris comme un bouclier. Ne cherchez pas la morale. Mais le roman, lui, met en crise ces maximes. Pas pour les réfuter, pour les éprouver. Il est possible qu'une œuvre ne doive pas servir la morale. Il n'est pas possible qu'une vie se tienne contre toute morale. Dorian essaie. Il voudrait être un pur esthète. Consommer les sensations, emballer la souffrance dans de la soie, il échoue parce que sa mémoire morale est une peinture. Le portrait rappelle que le monde n'est pas un musée, que les actes ne sont pas des objets. Le dernier geste, poignarder la toile, n'est pas le repentir. C'est une attaque contre le témoignage. Dorian tue le témoin comme on tue l'ami, comme on a fait taire l'amant. Logiquement, c'est lui qui meurt. On a parfois lu cette fin comme une concession moralisatrice. Elle est plus fine. On ne peut pas séparer indéfiniment l'image et la chair. Le raccourci revient à « le couteau traverse la surface et trouve la vie ». Wilde, en somme, ne donne pas tort à l'esthétisme. Il en délimite l'empire. L'art peut être amoral, la vie ne l'est pas. Si Dorian Gray continue d'agacer les doctrinaires, c'est parce qu'il ne conclut pas doctrinalement. Il décrit une impossibilité plutôt qu'il ne prescrit un devoir-être. Le livre est saturé d'un désir masculin qui n'ose pas dire son nom. Basil, surtout, donne les phrases qui comptent. Il a mis trop de lui dans le portrait. Dorian a éveillé en lui quelque chose qu'il n'avait jamais nommé. Il parle de sa peur pour montrer le tableau de la hantise de son influence, de l'idéal qu'il a poursuivi. Le code est celui d'une époque où le droit criminalise certains gestes et où le langage détourne. Lire aujourd'hui, c'est accepter ce code sans le déformer pour le rendre plus confortable. Basil n'est pas un prédateur romantisé. Il est un homme pris par un amour qu'on ne lui permettra pas de vivre et qui, même vécu, l'aurait mis en danger. Dorian n'est pas l'innocent corrompu par l'homosexualité. Il est abîmé par sa peur de perdre la beauté et par son choix de séparer la scène sociale et la scène intime. Lord Henry n'est pas le gay cynique, il est le commentateur qui s'abrite derrière la pensée.
Il est essentiel aussi de ne pas confondre le regard victorien sur les femmes et celui du roman. Dorian Gray est un livre d'hommes, terriblement. Les femmes y sont périphériques, souvent objetisées. C'est un angle mort réel, héritage d'un milieu. Le texte ne l'exclut pas, il l'expose. Notre lecture critique ne consiste pas à demander au roman ce qu'il ne peut pas être. Elle consiste à identifier ce qu'il fait et ce qu'il montre. Une société qui traite la beauté des hommes comme une monnaie et la présence des femmes comme un décor ou une menace. Là où Wilde est plus aigu qu'on ne le dit, c'est qu'il montre la destruction que cette économie produit chez les hommes eux-mêmes. On lit souvent Wilde pour ses bons mots, on oublie trop ses phrases. Or, Dorian Gray est une machine stylistique extrêmement réglée. Les aphorismes de Lord Henry sont des pièges. Ils te font sourire pour te déplacer. La narration, elle, n'est pas aphoristique. Elle est sensorielle quand elle décrit la collection de Dorian, tranchante dans les scènes d'aveu et d'une pudeur vieille école pour les actions irréparables. Le jaune, le violet, l'odeur d'iris, les tissus, la saturation n'est pas gratuite. Elle te fait désirer la chambre où tu ne devrais pas aller. Puis, dans le grenier, la langue se resserre. On dirait que le style fait lui aussi la différence entre la surface, donc ce qui brille, et l'intérieur, ce qui pèse. C'est une ruse d'écrivain, te séduire pour pouvoir ensuite te lâcher. Le dernier tableau est connu. On retrouve un vieillard hideux poignardé. Et au mur, un Dorian intact. La police ne comprend pas, elle constate. On découpe l'anneau et les traits reviennent. Ce qui m'intéresse, c'est la nature de cette mort. Dorian ne meurt pas d'un châtiment imposé de l'extérieur. Il meurt d'une opération symbolique ratée. Supprimer la preuve en croyant supprimer le fait. Autrement dit, il essaye d'éditer le fichier au lieu d'assumer la donnée. Ce geste très moderne nous parle à tous. Qui n'a pas voulu effacer plutôt que avouer? Dorian Gray donne la version gothique d'une tentation à Nîmes et rappelle une évidence étouffée. L'éditeur n'est pas le monde. Cette fin a parfois été lue comme un retour à la morale. Elle fonctionne plutôt comme un retour au réel. Le corps est têtu, l'image ment, ou plutôt l'image accepte de tout prendre si tu lui donnes le pouvoir. Mais au premier contact direct, c'est la chair qui récupère. C'est presque un conte hygiénique. Remettons les choses à leur place. Le film de 1945 d'Albert Levin a choisi une astuce devenue célèbre. Tournage en noir et blanc et portrait en technicolor. Idée splendide pour rendre visible l'écart. Il accentue le gothique, effleure le sous-texte, moralise un petit peu plus. D'autres adaptations modernisent l'horreur, déplaçant le curseur érotique et installent davantage la jalousie ou la paranoïa. Elle gagne en imagerie ce qu'elle perd souvent en ambivalence. Le théâtre, lui, réussit parfois mieux, parce qu'il sait faire de la surface une scène. On y sent la proximité du regard social et le poids du non-dit. Mais rien ne remplace la lecture, parce que seul le langage de Wilde peut tenir ensemble l'odeur des lilas et l'odeur du crime, la draperie et la poubelle, l'ivresse d'un mot bien dit et la misère qu'il peut causer quand on l'applique à quelqu'un de vivant. Pourquoi est-ce que ce livre nous parle encore en 2025 ? Parce que nous vivons dans un monde où le portrait, avatar, feed, profil, peut te rendre socialement plus vrai que toi-même. Parce que nous savons ce que c'est que de dépoter la honte et de l'enfermer dans un dossier intitulé « Plus tard ». Parce que la phrase « je ne fais que parler » continue de déclencher des catastrophes quand ceux qui parlent ne veulent pas répondre des effets. Parce que l'esthétique précède souvent l'éthique dans nos vies en ligne, montrer avant de réfléchir, et que le roman pose froidement la question « qu'est-ce qui paye ?» Il y a aussi une consolation noire. Wilde rappelle que la beauté n'est pas un bouclier. Elle donne un crédit social, un accès, une indulgence, une seconde chance. Elle n'offre pas de sens. Le seul sens qu'on trouve dans la beauté, c'est ce qu'on en fait. Dorian, lui, a fait une religion de dispense. La note finale dit « Dispense-toi tant que tu veux, mais ne te plains pas si au bout il ne reste rien ». Je m'arrête sur une image pour rester dans le ton du roman. Une clé, cette petite chose banale que Dorian garde pour lui permettre d'ouvrir la pièce du portrait. Tous les soirs, il sait où elle est. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas d'opinion, elle ne juge pas, elle ouvre. Dorian Gray nous demande où nous rangeons, nous, nos clés. Quelles portes elles ouvrent ? Quelles pièces nous avons dédiées à ce que nous ne voulons pas voir ? Quels portraits nous y gardons ? Et si nous avons, quelque part, encore l'envie de ne pas poignarder la preuve, mais de laisser entrer la lumière ? Ce n'est pas une morale, c'est une proposition de regard. Wilde ne t'ordonne pas d'être bon ou bonne. Il te fait sentir que séparer indéfiniment, ça ne tient pas. Le reste, le parfum, le velours, les bons mots, passent. La question, elle, ne bouge pas. Que deviens-tu quand plus rien ne marque ton visage ?
Voilà pour cet épisode consacré à un magnifique classique, Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour poursuivre le débat avec moi à 50 nuances d'horreur. Je te dis à très vite pour une prochaine histoire qui fait peur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.